Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire sur les revues techniques. Bienvenue Laurent. Ton micro n'est pas encore activé. Est-ce que c'est moi qui l'ai déactivé? Non, c'est toi. Voilà Falco. C'est bon. Excellent, bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous et excusez-nous, on a eu un petit problème technique, mon micro ne faisait grève, il ne voulait Oui, pas mais, se mais tout, déclencher. tout le monde me signale que dans le chat que voilà, tout le monde nous entend, c'est excellent, donc bienvenue à notre nouveau webinaire. On a fait la semaine dernière beaucoup des questions sur le Fibonacci en fait, hein, Laurent? Absolument. Et maintenant, on va continuer cette semaine, je crois, pour le début, avec quelques questions qui nous avaient posées, surtout Philippe et aussi Jean-Claude. Je te l'ai envoyé. Donc, allons-y, je te donne l'écran si tu veux, Laurent. Ok, alors je vais vous mettre mon écran, voilà, dès que ce sera possible. Je le vois. En principe, voilà, vous devriez voir mon écran. Alors, effectivement, alors on a eu des questions par email sur l'utilisation des ratios de Fibonacci, sujet qui a été abordé la semaine dernière. On a regardé effectivement il y a jeudi dernier comment coupler ces ratios avec d'autres indicateurs techniques afin d'avoir un accroissement des probabilités. Et nous avons eu donc un auditeur qui nous a relancé donc sur les extensions de Fibonacci. Alors premièrement, quand est-ce qu'on se sert d'extension? Eh bien, quand on est, par exemple, dans un cas où un actif fait un nouveau plus haut historique, et nous sommes donc dans une zone de prix qui n'a jamais été testée auparavant, et par conséquent, il va bien falloir trouver des résistances qui représentent des objectifs de prix, ces résistances étant bien entendu théoriques, puisque on est sur des zones de prix qui n'ont jamais été atteintes. Donc c'est un cas d'utilisation pertinent pour ces extensions. Un deuxième cas qui est également justifié pour utiliser les extensions, c'est si par exemple toujours dans le cadre d'une tendance haussière, vous avez un marché qui était baissier il y a très très longtemps. Par exemple, imaginons ensemble la baisse de 2000 à 2002, et puis un marché maintenant qui se remet à monter. Eh bien, vous allez avoir des résistances qui sont très théoriques et qui sont donc les précédents pic dans la baisse de 2000 à 2002, vous imaginez bien que ces niveaux de résistance qui ont eu lieu il y a une quinzaine d'années vont avoir une importance toute relative. Donc, on peut, dans ce contexte, utiliser à court terme des extensions de ratio de Fibonacci pour avoir là aussi des niveaux qui vont vraisemblablement euh, provoquer des prises de profit et par conséquent des paliers qui vont être donc sur le chemin de la hausse. Donc vous le voyez, les extensions de ratio de Fibonacci, c'est un outil qui peut se révéler utile. Encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient, puisque si vous trouvez des niveaux que vous êtes les seuls à avoir identifiés, il y a peu de chances pour qu'il y ait les réactions escomptées sur ces niveaux. Donc, il va falloir comprendre comment utiliser ces extensions. Alors, la semaine dernière, donc, je vous le disais, alors peut-être qu'on ne va pas prendre le CAC 40, on va se mettre peut-être sur un marché un peu différent. On va voir si, voilà, sur le gold, peut-être qu'on va avoir plus. Voilà, j'enlève ça. Voilà, et alors attendez, il faut que je fasse juste
une petite modification, voilà, pour que vous ayez un écran plus grand. Donc, pour pouvoir tracer des extensions, il va falloir dans un premier temps déjà tracer les niveaux de retracement de Fibo. Donc là, on va prendre notre outil, on va faire partir donc le premier niveau de retracement sur le marché de l'or, sur le point bas de moyen terme du mois de décembre 2016, et on va le faire aller jusqu'au point haut du mois de la fin du mois de février. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la prise, que l'atteinte de ce niveau, une fois que la correction est entamée, eh bien on peut se demander jusqu'où le marché peut consolider. Alors comme on l'a vu la semaine dernière, il y a plusieurs niveaux de Fibonacci qui existent, mais il y en a trois qui sont particulièrement importants. C'est le 38% de retracement de la hausse précédente, c'est le 50% et le 62%. Il y en a deux autres, c'est le 23% et le 78%. Alors, vous le voyez, quand on fait quand on applique les retracements sur le marché de l'or et sur le rallye qui a eu lieu donc entre décembre et mars, eh bien, comme par hasard, le marché s'est arrêté sur le 50%. Vraiment, c'est au centime près, puisque vous le voyez, on s'est arrêté à 1194 dollars et 65 centimes, et un petit peu plus haut, 1204 dollars et 64 centimes, et le ratio passe à 1000 non, attendez, excusez-moi. Le plus bas est à 1195,08 et le ratio est à 1194,64. Donc on est vraiment à 40 centimes près sur un retracement qui s'est arrêté pile poil sur le ratio. Alors une fois qu'on a fait ça, imaginons que voilà, on n'est pas encore qu'on soit pas encore reparti à la hausse, on peut se demander jusqu'où en cas de franchissement du précédent sommet, le marché peut évoluer. Alors, on va prendre donc un outil de projection, on va le faire partir à partir du même point bas qu'on a choisi pour calculer les retracements. On va mener l'outil de projection jusqu'au point haut du rallye, et puis on va ensuite faire baisser, vous voyez, le curseur jusqu'au 50%. Et là, on va avoir donc un niveau qui va être le plus important. Alors il y en a deux qui sont importants, c'est le 62% de toute la hausse précédente et 100% de toute la hausse précédente. Alors on va voir si ces niveaux correspondent à des niveaux graphiques. Le 62%, il ne correspond pas à grand chose. Vous voyez, il tombe sur une zone de prix sur laquelle il n'y a pas eu d'arbitrage important. En revanche, le 100%, lui, il tombe sur une zone de prix comprise entre 1333 et 1340. Ça veut dire que si le marché repart à la hausse, et vous voyez que pour le moment l'or se stabilise sur un niveau de polarité, ou plutôt sur une zone de polarité à 1260 dollars, c'était une ancienne zone de résistance, c'est-à-dire une zone qui a généré des opérations de vente avant le franchissement et l'accélération haussière. Donc on a franchi cette zone à 1260, on est monté jusqu'à 1295 et maintenant on est de nouveau dans une phase de consolidation avec un retour des prix, vous le voyez, sur 1260 et d'ailleurs sur ce niveau on a bien ce principe de changement de polarité puisqu'on a des opérateurs qui ont profité de ce repli à 1260 pour venir soutenir les cours.
Alors, ce soutien des cours, ça peut être plusieurs choses, ça peut être des achats de différentes natures. Il me semble que ce sont pour le moment principalement des opérateurs qui accompagnent ce mouvement haussier débuté au mois de décembre et ce mouvement haussier de moyen terme et mouvement haussier de court terme débuté au mois de mars. Et donc, on est, vous voyez, sur une polarité qui, pour le moment, a neutralisé la pression vendeuse. Donc, pour tous ceux qui décident de revenir sur le marché de l'or à l'achat, ils vont avoir comme premier objectif de très court terme le précédent sommet, mais puisqu'on est dans une tendance haussière, on peut vraisemblablement viser un niveau de prix qui est plus élevé. Et c'est là où effectivement les niveaux trouvés par les extensions de Fibonacci sont intéressantes, c'est qu'on voit bien ici une convergence entre une extension et un niveau de résistance. Ce niveau de résistance, vous le voyez, il est entre 1343 et 1333. Autrement dit, ici, on va avoir une zone de résistance. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Entre 1333 et 1343, on va avoir une zone qui va être identifiée par les opérateurs comme une zone de prise de bénéfices et on va avoir peut-être pas la totalité des opérateurs, mais une bonne partie qui vont décider que c'est une bonne opportunité de loquer des gains sur cette zone en attendant de voir si on a un consensus qui reste haussier et qui pourrait pousser les prix plus haut. Donc, qu'est-ce que c'est la morale de cette histoire? C'est que pour pouvoir utiliser sciemment l'outil qui permet de trouver les extensions des ratios de Fibo, il faut au préalable utiliser celui qui permet de trouver les retracements. Parce qu'il va falloir que vous établissiez un lien entre le retracement et l'extension. Je vais reprendre cet exemple pour enfoncer le clou et être bien sûr que vous comprenez. Si je trace donc ici ou plutôt, regardez, je vais faire différemment. Je vais, alors vous voyez, même quand je me mets ici, je suis sur un 50%. Vous voyez, je suis sur un 50% ici, pardon. Et si je me mets ici, alors est-ce que j'ai quelque chose ici? Voilà, donc ici, on va dire qu'on va faire abstraction du 23%. Non, excusez-moi, j'ai encore un 38%. Attendez, hein, je le fais en temps réel, donc il faut que je trouve un bon exemple. Voilà, on va partir sur cette base. Donc, on a un rallye sur le gold qui part de décembre jusqu'au 17 avril et on est actuellement en consolidation. Vous voyez que cette consolidation, elle n'a même pas atteint le 23%. Donc, je pourrais, mais ce n'est pas la bonne méthode, je pourrais me dire, eh ben, je vais tracer une extension à partir du point haut jusqu'au bas de la consolidation actuelle et ça va me donner une cible à 61%, c'est-à-dire à 1366 et une deuxième à 100% à 1430. Pourquoi c'est pas la bonne manière de faire? Parce que là, pour le coup, vous n'utilisez pas la structure du prix. La structure du prix, c'est trouver un ratio de 38 ou de 50% et de faire partir l'extension à partir de ce niveau-là. Quand ici, vous faites partir l'extension à partir de ce niveau ici, vous voyez que ce niveau, ce n'est aucun retracement. On n'est même pas sur le 23%. Ça veut dire que si vous procédez de cette manière, ça veut dire que vous allez vous-même tracer vous allez vous-même élaborer vos extensions sans utiliser la structure du prix. Et donc, vous allez trouver des cibles que vous serez les seuls à avoir identifiées puisque vous l'aurez fait de manière totalement arbitraire sans utiliser les vagues d'impulsion et les vagues de correction. Donc, pour pouvoir trouver des extensions qui soient valables, il faut au préalable identifier le lien entre un retracement et une extension. Vous cherchez vos retracements et une fois que vous avez trouvé vos retracements, eh bien vous allez tracer vos extensions. Alors, en faisant cela, cela ne va pas vous garantir
que les prix vont aller effectivement sur le niveau que vous avez trouvé par extension. Ce sont des pistes de réflexion que vous échafaudez pour établir des scénarios et effectivement savoir reconnaître et filtrer les différentes zones de prix, puisque en fait l'analyse technique c'est un outil qui est efficace pour reconnaître quels sont les niveaux de prix importants. Les niveaux de prix importants, c'est les niveaux de prix sur lesquels les opérateurs vont décider d'intervenir de manière collective, pour ne pas dire massive, ce qui va faire que tout d'un coup, un niveau qui a été identifié par le marché comme un niveau de support, il l'est parce qu'il y a une foule qui participe de manière simultanée à une opération qui est commune. Autrement dit, sur un support, on va avoir une foule qui va se remettre à acheter. Et sur un niveau de résistance, on va avoir une foule qui va décider de se mettre à vendre. C'est pour ça que la résistance fonctionne. C'est parce qu'on a tout d'un coup, sur le marché, d'importants ordres d'offres qui arrivent et qui vont submerger la demande. Et par conséquent, on va avoir les marchés, le prix qui va refluer. Donc, ces niveaux d'extension, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre, c'est pour vous permettre d'échafauder des scénarios. C'est-à-dire que vous êtes là typiquement haussier sur le gold. Alors, je vais retracer mon ratio ici. Donc, j'ai mon 50%. Je trace à partir de mon 50% mon extension. J'ai donc une première cible à 62% qui a été dépassée puis réintégrée. Donc on ne peut pas dire vraiment que ce niveau de 62% qui correspond donc à 62% de l'impulsion précédente, on ne peut pas vraiment dire que ce niveau a été pertinent. D'ailleurs, vous le voyez, ce 62% il correspondait à rien. En revanche, le 100%, lui, correspond à une zone. Ça veut dire que tous ceux qui sont longs sur le gold vont, parmi les différents arguments qui vont essayer d'identifier et de hiérarchiser pour savoir quoi faire lorsqu'on arrive sur ce niveau qui est un niveau évident de résistance, eh ben, ça sera un argument de plus que de dire qu'on a eu finalement une répétition identique de l'impulsion du mois de décembre jusqu'au mois de mars, qui a donc redémarré à partir du mois de mars et qui pourrait mener ou emmener les prix vers ce niveau, typiquement à la fin du mois de mai. Alors, quand on trace des extensions, ça ne veut pas du tout dire que le marché va confirmer notre scénario. Hein. C'est pas du tout parce que j'ai un retracement et une extension que je peux affirmer quoi que ce soit sur la progression des cours de l'once d'or. Ça n'a absolument rien à voir. Mais si je suis, parce qu'on a tout à fait le risque, c'est d'avoir un or maintenant qui a fait un sommet et qui reparte donc à la baisse. Et donc on pourra oublier toutes les cibles qui ont été échafaudées dans le cadre d'une tendance haussière. Donc le fait qu'on puisse tracer des retracements et des extensions, il ne faut pas confondre. Hein. Ce n'est pas du tout un argument qui appuie une thèse quelconque. C'est simplement dans le cadre d'une continuation haussière d'un marché et dans le contexte d'une recherche de niveau pour pouvoir établir des cibles et savoir quoi faire, ou en tout cas, même si on est dans une tendance haussière, on peut par exemple tout à fait considérer qu'on veut rester dans la tendance. Donc, on ne va pas vendre, si on est très haussier sur l'or, on ne va pas vendre ou on ne va pas liquider à 1333. Mais en revanche, si on voit que le marché hésite sur cette zone, nous ne serons pas surpris car nous saurons par anticipation que c'est une zone qui peut déclencher des arbitrages et notamment des prises de bénéfices et donc nous ne serons pas surpris ni donc stressés en voyant que ça bute sur ce niveau à 1333. On se dira qu'il y a différents éléments techniques et parmi ceux-là, les extensions, qui nous disent qu'effectivement, il y a des opérateurs qui, légitimement, après une progression qui est passée de 1125 à 1343, donc grosso modo
20%, 25% de hausse, bah, ils vont prendre leur profit, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc c'est sur le marché de l'or un exemple d'utilisation du dispositif à mettre en place entre retracement et extension pour trouver les bons niveaux. Alors, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, on va essayer de faire le même exercice sur un autre actif. Alors, ben, ce qu'on peut faire, c'est que on va se mettre, par exemple, sur le Brent. Voilà. Donc, on va dire que on ne sait pas ce qui s'est passé ici. On va se mettre dans cette situation où on est dans une situation où on a eu un rallye qui a été très significatif puisqu'on est passé de 27 à 52, donc c'est presque 100%. Et puis on a maintenant un pullback. Donc je vous disais la dernière fois que la recherche de retracement de Fibonacci, à quoi sert-elle? Eh bien, l'une des utilisations qu'on peut faire de ces retracements, c'est de savoir si une consolidation est terminée. Alors bien évidemment, là encore, vous l'aurez compris, tout l'esprit de l'analyste technique, c'est finalement celui d'un détective qui va investiguer sur un marché en essayant donc de collecter des informations qu'il va devoir par la suite hiérarchiser, car il devra être capable de faire le tri entre les informations qui sont très importantes et celles qui le sont moins. Donc d'abord il faut collecter, ensuite il faut hiérarchiser et enfin il faudra scénariser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a collecté et qu'on a fait une liste des paramètres, des éléments qui sont importants et qu'on les a mis en tête de liste, eh bien ça doit déboucher sur un scénario de marché qui va donc permettre l'établissement d'une stratégie. Alors, on va faire ça ensemble, le Brent. On va regarder dans un premier temps si ce retracement est conforme avec les niveaux que j'indique à l'écran. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que on a eu un marché qui a enfoncé le 38% de retracement de toute la hausse précédente. Alors, quand je fais ça, en général, la deuxième chose que je fais, c'est que j'essaye d'identifier les vagues, c'est-à-dire les séquences de hausse dans l'intégralité du rallye et de voir effectivement si j'ai un retracement à partir d'une autre séquence. Donc il y a effectivement une séquence qui part ici, tout en bas, et j'en ai une autre qui part ici, c'est-à-dire vraisemblablement, alors on va pas commencer ensemble à faire des décomptes héliotistes, mais on a en tout cas une première vague d'impulsion et une deuxième qui se met en place. Donc quand je fais partir mes retracements à partir d'ici, je vois que effectivement j'ai retracé 50% de cette impulsion. Donc je vais le marquer. 41,35, c'est un 50% de retracement. Ce que je vais faire, c'est que je vais également chercher, je vais continuer ce travail et je vais aller chercher la troisième vague. Est-ce que la troisième vague, elle me donne quelque chose? Non, elle ne me donne rien, puisque vous voyez, le 50% il s'arrête bien au-dessus, et le 62% il s'arrête également au-dessus. Donc en fait, le seul retracement pertinent que j'ai, il part à partir de ce niveau. Alors encore une fois, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait essayé ensemble de faire converger différents niveaux de retracement. C'est-à-dire que idéalement, on va avoir, dans un monde idéal, on aurait un retracement de 50% de toute la hausse qui correspondrait avec un retracement de 38%
d'une vague plus petite, ce qui n'est pas le cas ici. Mais vous voyez, si ici, on avait eu, on n'a vraiment rien sur ce marché. Mais si en partant d'un peu plus haut, on avait eu un retracement de 38%, alors on aurait pu affirmer qu'on a un niveau très fort de soutien sur 41,35. Pourquoi c'est important? Parce que si j'arrive à trouver différents niveaux de retracement qui convergent autour d'une même zone, ça me donne d'autant plus de chances d'avoir la fin de cette consolidation. Je continuerai de chercher d'autres éléments. Si par exemple j'ai deux niveaux de retracement, 50 et 38, qui tombent sur la même zone, et que dans le cadre de ce marché haussier, j'ai un RSI qui, après avoir été suracheté, car on est dans un mouvement impulsif, il est revenu sur une zone de support autour des 40. C'est un deuxième élément. Si par ailleurs, j'ai sur ce niveau de retracement une petite figure de consolidation qui se met en place avec un deuxième creux marginalement plus bas que le premier, c'est-à-dire vous voyez ici on aurait fait 41,35 et puis derrière on aurait fait 40 par exemple, et que sur ce plus bas marginal, j'ai une divergence haussière. Alors là, ça fait un autre élément. Et puis imaginons que par ailleurs, j'ai une moyenne mobile à 100 périodes qui passe à proximité des cours. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une moyenne mobile en soutien dynamique, j'ai une divergence haussière sur un RSI, j'ai deux niveaux de retracement de 50 et 38% qui passent dans la zone. Et donc, cette accumulation d'éléments techniques vont me faire penser qu'il y a de fortes chances, et on ne parle jamais de certitude, mais il y a de fortes chances pour qu'on ait effectivement un niveau de soutien qui va tenir bon et qui va vraisemblablement relancer la dynamique. Donc à partir de ce moment seulement de convergence de différents éléments, je vais pouvoir tracer ou chercher des niveaux d'extension. Alors là, sur le Brent, ce qu'on est en train de voir ensemble, c'est que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion, puisque ce n'est pas le cas? Il ne faut surtout pas que je force le marché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je surinterprète ce qui se passe sur le marché et que j'en tire des conclusions qui m'arrangent. C'est-à-dire que si j'ai un biais haussier, le risque, c'est que je me mette à chercher des éléments qui confirment mon biais. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut toujours essayer de garder la tête froide et de ne pas avoir la tentation de trouver des éléments qui confortent mon opinion. Donc là, je suis obligé de constater que je suis sur un 50% qui n'est pas génial, parce qu'il ne part pas depuis la base du rallye. J'ai pas d'autres ratios qui se mettent en place sur ce niveau. Donc c'est un niveau qui est un petit peu faible. Le fait qu'il soit faible, ça ne veut pas dire que l'analyse technique ne fonctionne pas. Ça veut dire au contraire que les conclusions que je vais tirer à partir de ce ratio de retracement ne seront pas des conclusions fortes. Ça veut dire que je dois me mettre un petit peu en retrait et être particulièrement vigilant puisque j'ai un marché qui, entre guillemets, est mal construit. Un marché est bien construit quand justement on a des niveaux de retracement qui s'emboîtent les uns avec les autres et qui correspondent à des niveaux graphiques de support et de résistance où là c'est parfaitement construit et on peut avoir un petit peu plus confiance dans ce qui va se passer sur le marché. Quand c'est mal construit et que comme c'est ici le cas sur le Brent et qu'on retourne un petit peu n'importe où, ben ça veut dire que je ne vais pas avoir une conclusion forte sur les scénarios qui peuvent s'échafauder tant que je n'aurai pas plus d'éléments qui me permettent d'avoir une opinion plus solide. Alors, on va quand même, puisque à partir de ce niveau, on a fait un 50%, on va juste, je vois que Falco veut parler, je vais juste faire mon 50%, mon outil d'extension, on va voir ce que ça donne. Oui, Falco. Bon, c'est pas moi, hein, Laurent, c'est Patrick Henry qui a une question. Il dit bonjour. Il s'agit bien de retracer des vagues de même nature, majeure, mineure, minuette, Oui. point d'intégration. Oui. Alors, effectivement. Qui est-ce qui dit ça, Falco? C'est Patrick Henry.
Et Alors, après, il rajoute, le retracement n'est pas du bas, mais peut-être du... Non, peut-être qu'il s'applique à une vague 3. Les 50% sont peut-être une vague 4. oui. Alors, effectivement. Alors là, pour le coup, Falco, les informations que donne Patrick euh, débouchent sur un débat dont je ne suis pas sûr qu'il peut intéresser tout le monde, car c'est un débat d'experts. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, les niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci brillent particulièrement lorsqu'on les couple avec une analyse héliotiste du marché, c'est-à-dire une analyse par vague, en l'occurrence des vagues qui ont été identifiées par un Américain dans les années 30, Elliott, et qui a trouvé une structure commune à tous les rallyes et toutes les corrections. C'est-à-dire qu'il a labellisé les vagues d'impulsion et les vagues de correction. Alors j'ai deux choses à dire par rapport à ça. D'abord, c'est une vraie discipline, c'est une vraie compétence et c'est une vraie spécialisation qui nécessite énormément d'heures de travail sur les charts pour pouvoir appliquer correctement cette lecture héliotiste. Ça ne rentre absolument pas dans le cadre de ce webinaire qui est un webinaire destiné à donner les règles de base de l'analyse technique et de faire des revues de marché à partir de ces règles de base. On est là vraiment avec Patrick sur Elliott dans le dur. Alors pourquoi on est dans le dur? Parce que même quand on est, c'est très important de le savoir, même quand on est un héliotiste confirmé, on a rarement le même avis qu'un autre héliotiste confirmé. Les disputes entre héliotistes sont reconnues comme étant fréquentes et particulièrement violentes. Donc il ne s'agit pas de rentrer sur un débat de décompte. Comment, et ça sera le mot de la fin parce que je vais quand même répondre à Patrick, quand on traite les vagues d'Elliott, la bonne méthode pour le faire, c'est d'avoir un scénario numéro un scénario préféré et un scénario alternatif. Et je connais même certains héliotistes qui ont un troisième scénario. Parce qu'on peut souvent, à partir du même graphique, avoir des décomptes qui sont différents. C'est toute la difficulté d'Eliott. C'est également toute la polémique autour d'Eliott, puisque les détracteurs d'Eliott affirme que ça marche toujours mieux a posteriori qu'a priori. Parce qu'a priori, on a plusieurs, effectivement, décomptes possibles. Donc, pour répondre à Patrick, effectivement, dans un monde idéal, il faut calculer des retracements à l'intérieur des vagues qui sont identifiées, en l'occurrence une vague 3 ou une vague 5, et les extensions qui vont découler de ces retracements vont donner des cibles qui s'inscrivent non pas par rapport au mouvement global, mais par rapport à la taille des vagues. Donc ceux qui ne connaissent pas Elliott et qui découvrent les retracements ne vont sans doute pas comprendre ce que je dis, c'est pour ça que je ne veux pas élaborer plus, mais il y a quelque chose de vrai dans ce que dit Patrick, c'est-à-dire qu'il y a une règle de proportionnalité qui fait que quand on cherche des retracements sur une certaine échelle de temps, en l'occurrence une vague 3, ça va donner des extensions à l'échelle de cette vague 3 et pas des extensions sur l'échelle de temps sur un horizon de temps supérieur. Bon, je m'arrête là parce que je veux que tout le monde comprenne, mais il y a donc effectivement, pour pouvoir correctement utiliser les extensions, un travail à faire également avec celui d'Eliott pour savoir euh, euh, inscrire ces proportions dans, dans le Laurent, système. est-ce que ça sera trop difficile du coup de tracer les vagues d'Elliott dans cette hausse-là? Alors, Parce que c'est Bernard qui s'intéresse à ça. Et oui. Alors,
Alors, je suis obligé de prendre mon temps, 2 minutes, Falco, pour voir si Vas-y. effectivement. Alors, ici, regardez, on a apparemment, on a apparemment ici une première vague d'impulsion haussière. Ça va être une vague, ça va être la première vague. Ok. Euh, elle est un petit peu gênante cette première vague parce qu'une vague d'impulsion se décompose en 5 temps et vous voyez que celle-ci se décompose en 3 temps. Donc c'est déjà un petit problème sur cette échelle de temps. Mais on va passer outre parce qu'il est tout à fait possible que la cinquième vague, en fait, soit une vague qui soit décelable uniquement sur de l'intraday. Donc, on va dire que ça, ça va être une vague 1. Ensuite, je vais avoir une vague 2 qui va vraisemblablement être ici. Ensuite, je vais avoir là aussi vraisemblablement 1, 2, 3, 4, 5, une vague 3 qui se termine ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, apparemment elle est ici. Alors, vous voyez, la question, c'est qu'il y a 2 interprétations possibles. Et c'est ça qui fait la difficulté d'Eliott. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez que ça prend du temps d'établir un scénario et comme je vous le disais, on peut même en établir 2. Là, en l'occurrence, soit je dis qu'on a fait la 3e et la 4e vague et que on a ici une 5e vague, sauf que celle-ci, alors on aurait 1, 2, alors regardez, on aurait une 5e vague ici avec une première vague d'impulsion ici, une deuxième vague corrective ou 1, 2, 3, ou alors qui serait en forme de flat. Ensuite, on aurait ici une 3e vague. Ensuite, une 4e qui viendrait ici. Et la 5e finale qui viendrait ici. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça nous donne 1, 2, 3, 4, et ici, une 5e vague qui est elle-même en impulsion. Donc ça, c'est la 5 de la 5, et on a terminé notre mouvement haussier. OK? Alors, quand on a fait ça, on va voir si cette vague 3, elle a fait un retracement, oui. On a une vague 3 qui a fait un retracement de 38%, ce qui est conforme à la théorie, puisque les vagues 3, c'est le cœur du mouvement, et par conséquent, on a des retracements qui sont peu profonds, puisqu'on a des opérateurs
qui veulent rentrer sur le marché rapidement pour continuer la hausse. Alors, puisqu'on a fait une vague 3 et qu'on a fait un retracement de 38%, eh bien, on va voir ce que la projection nous donne à partir donc de ce niveau. Et donc, ça, je vais enlever ça. Donc, j'ai une première impulsion qui me donne à 62% ce premier niveau à 60, donc à 45,77, et ensuite la totalité de la vague 3 qui est dupliquée à partir du retracement me donne une cible à 50,68. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce 50,68, c'est pas le point haut du rallye, mais c'est quand même un niveau très intéressant, regardez, parce qu'il a été résistance ici, ici. C'est quand même un niveau important puisqu'il y a eu un excès haussier pendant 2 jours au-dessus de ce niveau et puis on a tout de suite réintégré dessous. Ça veut dire que si un analyste avait fait une recommandation sur l'évolution possible des cours du Brent à plusieurs semaines, il aurait pu dire par exemple, compte tenu de la phase impulsive de la vague 3, on peut avoir un premier objectif de prix autour de 45, c'est-à-dire ici, et un deuxième objectif de prix à 50,68. Vous voyez que ces objectifs ne sont pas conformes avec ce qui s'est passé par la suite dans la réalité, puisqu'en fait c'est vrai que ce niveau il est important mais qu'il a été dépassé. C'est pour ça que les retracements et les extensions, ce sont des pistes de réflexion qui doivent vous servir à savoir jusqu'où ça peut aller sans toutefois penser que ça va être quelque chose qui va être respecté de manière formelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, par exemple, j'étais rentré sur ce marché et que j'avais joué la hausse, j'aurais vraisemblablement mis un objectif de prix autour de 50$, c'est-à-dire autour du 100% de projection de la vague 3. Et je serais, voilà, donc je me serais dit, quand on va aller sur ce niveau, ici à 50, on est grosso modo sur une zone qui a été une zone intermédiaire de consolidation dans la baisse précédente et c'est par conséquent un objectif de prix. C'est tout ce qu'on peut déduire de ce genre de travail. Alors, vous pouvez vous spécialiser et devenir encore une fois expert et je vous encourage à le faire parce que c'est extrêmement intéressant et ça peut vous donner des éléments précieux d'information pour savoir quoi faire, mais sachez bien que même si vous savez parfaitement utiliser les décomptes des vagues d'Elliott et les outils de retracement et d'extension, ça ne vous donnera toujours que des scénarios, c'est-à-dire des possibilités d'évolution sans toutefois vous donner des certitudes. Merci beaucoup Laurent, c'est très intéressant. Il y a Yann qui dit qui me dit pour les petits piou-piou que nous sommes, pouvez-vous continuer de nous apprendre à marcher avant de courir? Bah, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Encore une fois, pour ceux que les vagues d'Elliott, pour ceux que ça intéresse, il y a un auteur contemporain vivant qui s'appelle Robert Prechter, qui est la personne qui a actualisé, qui a mis à jour tous les travaux de Robert Elliott, qui a écrit un livre, le principe des vagues d'Elliott, qui est considéré comme la Bible des Elliotistes, et dans lequel tous les concepts d'impulsion, de correction, de ratio de Fibonacci sont très largement commentés, étayés, et si c'est un sujet qui vous intéresse, et c'est un sujet qui encore une fois est absolument passionnant, si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut absolument passer beaucoup de temps à comprendre ce dispositif parce qu'il n'y a rien de pire que de mal utiliser Elliott et le retracement de Fibonacci. Moi-même, j'ai été, il y a des années, fortement
intéressé par ce travail et je faisais des décomptes de absolument tout et je me suis mis un petit peu en retrait par rapport à cette lecture. C'est pour ça que la lecture que je vous propose aujourd'hui, je ne serais pas vexé si un héliotiste confirmé me disait que il a une autre lecture de ce marché. Parce qu'il faut vraiment beaucoup pratiquer les vagues d'Elliott pour arriver à échafauder les 2 ou 3 scénarios qui doivent être envisagés. Et quand on arrête de le faire, on perd un petit peu la main. Et moi, je ne l'ai pas fait depuis un certain temps parce que dans mes analyses, j'ai pas trouvé que les vagues d'Elliott me permettaient d'avoir un véritable avantage sur les autres. Mais c'est une expérience personnelle et je ne remets absolument pas en cause le travail d'Elliott. Mais bon, en ce qui me concerne, c'est pas quelque chose que je fais de manière systématique en ce moment. Bon, Laurent, Patrick Henry qui a lancé toute cette question sur Elliott, il est très d'accord, très content. Il dit merci, ça aide bien pour faire des plans de trading. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Philippe nous raconte que dans un trésorier international d'un grand groupe française, dans lequel il était adjoint, ils ont utilisé les vagues Elliott sur le forex en fait. Donc Oui, c'est ça marche très bien. Ouais. Alors, Et, Falco, on peut quand même dire quelque chose ouais. très rapide, c'est que en fait, pour que les vagues d'Elliott fonctionnent bien, il faut que le marché qui est analysé soit un marché sur lequel il y a beaucoup de liquidités, c'est-à-dire un marché où il ne peut pas y avoir de manipulation. Ok. Et le marché du Forex, c'est le plus grand marché de toutes les classes d'actifs. C'est un marché qui est absolument gigantesque et tu comprends bien que personne ne peut durablement manipuler les cours de l'euro face au dollar. Il peut y avoir de temps en temps, peut-être et encore, c'est un débat, il peut y avoir de temps en temps des hedge funds extrêmement importants qui manipulent pendant des durées de temps très limitées le cours d'une devise, mais je ne suis même pas sûr que c'est possible sur une devise aussi majeure que l'euro-dollar. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le marché va être massif, plus il va être liquide, plus il va être régi par la loi de l'offre et de la demande, plus les vagues d'Elliott vont fonctionner. Plus en revanche vous êtes sur des marchés small cap, actions, etc., plus il peut y avoir des institutionnels qui prennent des positions importantes sur des marchés plus liquides, plus les décomptes vont être compliqués et peu pertinents. C'est pour ça que Bon, le Forex, ça marche très bien. parlant de l'actualité, en fait, il y a encore Yann qui aimerait bien qu'on parle un peu. Il a fait la comparaison avec le Pew et tout. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on ne veut pas revenir 2 secondes parce qu'on a encore une douzaine de minutes sur l'actualité? Il y a Pascal qui sera intéressé par l'euro-dollar. Et je ne sais pas, peut-être quelqu'un voulait aussi avoir une action analysée par Laurent aujourd'hui. Donc, dites-le moi. Alors, Voilà. Falco, il y a eu une demande par email, je ne sais pas si tu l'as vu, sur Ruby. Oui, bah si tu veux, oui. Alors, on Et peut si tu peux regarder plus Ruby. d'Eliott, Pardon? Claudia, elle en peut plus. Je la comprends. On va dormir cette nuit d'Eliott. Il y a Je la Jean-Paul qui comprends. aimerait bien voir Valéo, non, Stéphane Valéo. Bon, Jean-Paul, il est sur Rubis, voilà, très bien. Voilà, donc on va voir ce qu'on Bon. peut faire peut-être. Alors, ArcelorMittal, Claudia. Donc là, on a plein de possibilités de passer encore 12 minutes super intéressantes sur l'actualité. C'est bon. technique. On commence avec qui Alors, alors? Euro-dollar. euro-dollar Pour pour aller Pascal. vite. Voilà, alors pour aller vite sur l'euro-dollar, on est dans une consolidation haussière depuis le début du mois de janvier. Vous le voyez, ça monte très lentement. C'est pour ça que je préfère parler de consolidation haussière plutôt que de tendance haussière. On est malgré tout sur un marché qui a été en mesure d'inscrire un nouveau plus haut par rapport au précédent. On a donc 3 sommets qui sont plus hauts les uns que les autres, 3 supports qui le sont également. Autrement dit, on est bien sur un mouvement ascendant sans vitesse. Il n'y a pas de vitesse sur l'euro-dollar. Alors, on a été en mesure d'assister au dépassement d'une moyenne mobile à 200 périodes. Pourquoi elle est importante? C'est pas parce qu'elle est en 200 périodes, c'est parce qu'elle a été effectivement une zone de support ici dynamique qui a fonctionné. Elle est devenue ensuite
une résistance dynamique, résistance, et une fois qu'elle a été dépassée, elle redevient support. Donc sur l'euro-dollar en bougie quotidienne, la 200 période, la 200 jours, elle fonctionne bien. C'est pour ça que puisqu'elle fonctionne bien, son dépassement est important. Et son dépassement, il est important et une fois qu'elle a été dépassée, elle sert potentiellement de support dynamique. Parallèlement à ça, on a un principe de polarité qui est en jeu, c'est-à-dire un marché qui a trouvé un support sur cette zone. Une fois que le support a été enfoncé, il a été résistance une fois, pas tout à fait testé la deuxième fois, résistance la troisième fois avec un rejet du marché sur ce niveau, on est reparti à la baisse, et là ce niveau il est dépassé. Donc c'est pas n'importe quoi. On est sur un euro-dollar qui donne visiblement des signes de continuation haussière et qui pourrait donc dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, continuer de s'apprécier face au dollar. Donc on a une moyenne mobile qui a été dépassée, on a une résistance qui a été dépassée, on a un canal ascendant qui est en marche et par conséquent on pourrait progresser. On pourrait progresser jusqu'où? On pourrait progresser typiquement jusqu'à ce retour sur la borne haute du canal, c'est-à-dire, vous voyez, entre 1,10 et 1,10,50, on pourrait avoir quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire on continue de progresser et puis après on va baisser. Alors maintenant on a un gap haussier qui a été ouvert, ce gap il est important tant qu'on reste au-dessus de ce niveau à 1,0780, 1,08, eh bien on est dans une séquence qui est haussière. Regardez, ça peut faire ça, ça, et puis après voilà. C'est tout à fait, c'est un scénario. Encore une fois, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer sur l'euro-dollar et personne n'a aucune idée. Et ceux qui savent, qui disent qu'ils savent ce qui va se passer sont des menteurs parce que personne ne sait. En revanche, ce qu'on peut savoir, c'est quels sont les différents scénarios qui peuvent exister. Celui-là n'est pas le seul, c'est une des possibilités, c'est une des hypothèses de travail, c'est-à-dire on repart en consolidation pour aller tester la borne basse du gap haussier. Sur ce niveau, il y aura un soutien du marché autour des 1,0780 et on pourrait avoir un redémarrage haussier vers la borne haute du canal. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vais tout enlever, je vais remettre un an, et puis je voudrais quand même essayer de voir si on a des niveaux de retracement qui fonctionnent sur l'euro-dollar. Alors, si je fais ça, je vois que vous voyez, quand je mets en place la dernière impulsion baissière, on a un marché qui est allé chercher le 62%. Si je me remets sur l'intégralité de la baisse, vous voyez, j'ai pas grand chose. Je peux choisir ce sommet intermédiaire. Et là, vous voyez, je suis près du 62. Bon, bon, rien d'extraordinaire sur l'euro-dollar en termes de retracement. Alors encore une fois, hein, j'ai pas préparé ce travail sur l'euro-dollar, donc peut-être qu'en y passant plus de temps, je trouverai des niveaux de retracement beaucoup plus pertinents. Mais là, on le fait en temps réel, en live, Ouais. donc c'est comme ça que ça tombe. Et Laurent, il y a Anton qui pose la question si elle passe sous la ligne de support, comment faut-il analyser cette situation? J'ai pas compris, Falco. Si l'euro-dollar passe en dessous de la ligne de support, comment faut-il analyser cette situation? Alors, si effectivement on dit que, alors ça, c'est ma résistance, ok? Et cette résistance, elle devient potentiellement support. Si on repasse sous la ligne de résistance et qu'en fait elle n'est pas devenue support, ça n'invalide pas le scénario haussier, mais ça le retarde. C'est-à-dire que normalement, on pourrait s'attendre à, une fois qu'une résistance a été dépassée, que lorsque le marché revient dessus, on ait des ordres qui soient passés pour pouvoir profiter du repli et rentrer. Si effectivement ce n'est pas le cas, ça n'invalide pas le scénario haussier, mais ça veut simplement dire que la hausse potentielle aura vraisemblablement lieu, mais plus tard. Et par conséquent, si on repasse sous ce niveau, ça veut dire qu'on va aller dans un premier temps
quasi mécaniquement aller chercher la borne basse, la borne haute du gap haussier, c'est-à-dire à 1,0820. Et puis si effectivement on a plus de faiblesse sur le marché, alors ça voudra dire que on a vraisemblablement inscrit le troisième sommet et que on va perdre entre guillemets un petit peu de temps avant d'en inscrire un nouveau si effectivement on doit repartir à la hausse. Voilà ce que ça veut dire. Donc on a des niveaux qui ont été identifiés. Si ces niveaux qui ont été identifiés ne sont pas respectés, ça veut dire qu'on a un schéma de consolidation qui va se mettre en place et qu'il faudra favoriser par rapport à un schéma d'impulsion qui correspondrait à une continuation haussière immédiate. Bon, Anton est très très content, il dit merci. Donc tout va bien. Donc il y a toujours Jean-Paul avec Ruby, il y a Claudia qui voudrait voir Arcelor et Stéphane Valéo. Qu'est-ce que tu préfères, hein, Laurent? Qu'est-ce qu'on fait comme valeur? Eh ben, on va prendre Ruby parce que Ouais, on c'est nous vrai. l'a posé par Avant email. l'émission même. Donc, Exactement. c'est juste un message pour vous. Si vous avez des actions que vous aimeriez bien faire analyser par Laurent, il suffit juste de nous écrire un email, juste à moi, falco.vesman@bnpparibas.com, et on va préparer ça avant les webinaires avec Laurent. Voilà, donc Ruby en quotidien, vous le savez maintenant, on va toujours commencer notre diagnostic sur un horizon de temps plus grand, c'est-à-dire qu'on va se mettre typiquement en hebdomadaire, voire même en mensuel, on va passer beaucoup de temps en mensuel, mais c'est juste voilà pour nous donner un ordre d'idée de ce qui s'est passé sur le titre. Et qu'est-ce qu'on voit sur Ruby? Eh bien qu'on est en présence d'un marché qui est haussier et qui est extrêmement puissant. J'ai presque envie de dire un peu trop puissant, puisque vous le voyez, on a fait au début, on avait une progression qui était somme toute assez construite, et puis là, on est dans une hausse qui est parabolique, c'est-à-dire on monte en quasi ligne droite. Alors, quand on monte comme ça en quasi ligne droite et qu'on a un titre qui était à 10 euros, pardon, et qui est maintenant au-dessus de 90, et que ça, euh, on, et qu'en plus on n'a pas beaucoup consolidé depuis le niveau des 73 euros, bah, ça veut dire que certes la tendance est haussière, certes le momentum est fort, mais enfin on est peut-être aussi sur un mouvement qui, sans se retourner, pourrait consolider. Donc c'est important de se mettre en mensuel parce que quand on va se mettre en daily, vous allez voir que finalement, on pourrait penser qu'il faut y aller à fond, que ça a consolidé, que le marché a pris son temps, qu'il vient de donner un signal d'achat, donc que ça peut remonter. Quand on se met en mensuel, on voit bien qu'on est un petit peu suracheté. Quand on se met en hebdomadaire sur 5 ans, à quoi ça sert? Ben, d'essayer de comprendre où est le stop, c'est-à-dire le prix qui invalide le scénario actuellement haussier sur Ruby, à quel est le niveau de prix qui nous dit que la tendance se retournerait. Ben, vous le voyez, ce niveau il est très loin puisqu'il est à 74 et qu'on est actuellement à 93. Donc à moyen terme, du point de vue strict de l'analyse, eh bien, tant qu'on est au-dessus de ce niveau de soutien, qui est un niveau de polarité, on est dans un mouvement qui est haussier. Alors, j'imagine que ça ne vous aide pas trop puisque vous devez vraisemblablement, si vous êtes long, vouloir, vous désirez protéger vos gains en mettant des stops plus proches. On va donc se mettre en daily. Et en bougie quotidienne, on voit que effectivement ça traînaille. Donc vous voyez, hein, on a des lectures très différentes selon qu'on se met sur un horizon de temps différent. On a une consolidation qui a eu lieu, vous voyez, depuis la mi-mars, et on est en train de sortir de cette consolidation. Alors, on est sur un marché haussier, oui. Cette sortie de consolidation, moi, elle ne me plaît qu'à moitié parce que je la trouve lente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ce gap haussier, qui était un très beau gap. Pourquoi c'est un très beau gap? Parce que c'est un breakaway gap, c'est-à-dire qu'on a gapé au-dessus de la résistance. À partir du moment où on a gapé au-dessus de la résistance, on aurait pu avoir un démarrage, autrement dit une reprise de la tendance, et en fait on a traîné, c'est-à-dire qu'on a consolidé, et puis on ne repart que maintenant. Donc,
À court terme, le niveau qui est intéressant, c'est celui-ci. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de 89 euros, on est dans une tendance qui est manifestement et clairement haussière. Ça veut dire qu'on peut tout à fait retourner à l'intérieur de la consolidation. Ça serait là encore non pas une invalidation de la tendance, mais un retard dans le départ. Si on retournait à l'intérieur de la consolidation, tant qu'on est au-dessus de 89, ça voudrait dire qu'on est sur un marché qui tarde à démarrer. En revanche, si on devait casser, enfoncer ce niveau à 89 euros, alors ça voudrait dire qu'à court terme, on aurait une tendance qui était haussière, qui redeviendrait neutre. Et à partir de là, il faudrait voir si on a une nouvelle séquence qui se met en place, c'est-à-dire des creux et des sommets descendants, et donc on aurait un retournement de tendance, ou si au contraire, cette rupture de support à 89 euros va déboucher en fait sur un soutien du marché un petit peu plus bas. Typiquement plus bas, ça veut dire qu'on aura peut-être des acheteurs autour de 86,50 pour repartir ensuite à la hausse. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Ruby. À court terme, à moyen terme et long terme, on est dans un marché haussier. À court terme, on est également sur un marché qui est haussier. Le niveau d'invalidation de ce marché haussier, c'est 89 euros. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, Laurent, Voilà. quand je regarde le montre, c'est pratiquement la fin de notre webinaire en fait. Donc, il nous reste à vous dire rendez-vous mardi prochain à midi pour 100% marché encore avec Laurent. Et évidemment, la semaine prochaine, jeudi, pour un nouvel webinaire avec vous tous. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Laurent pour toutes tes analyses et aujourd'hui aussi cette excursion vers Elliott. Et on vous promet que la semaine prochaine, on fait un peu plus d'actualité. Hein. Mais je trouve ça important qu'on fait aussi des excursions un peu plus profondes de temps en temps pour avoir quelque chose de bien équilibré et j'espère que ça vous plaît tous. Donc, pour moi, c'était un plaisir d'avoir été avec vous. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Merci Falco. À la semaine Merci à prochaine. tous. Au Bonne revoir. soirée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir, merci.